Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous allons parler de Place d'École avec Jean-Marc Nollet. Bonjour. Bonjour. Ministre à la communauté française, chargé notamment de la fonction publique et des bâtiments scolaires. Et vous avez également d'autres attributions à la région wallonne. On va parler essentiellement de bâtiments scolaires avec vous ce matin. Troisième étage de la fusée pour les places d'école, 5000 places annoncées ce matin. Ça va être quoi? Ça va être des rénovations? Effectivement, on est dans la troisième phase du plan d'urgence. La première phase, c'était des modules qui permettaient d'accueillir des enfants dans des modules mobiles. La deuxième phase, ce sont les modules fixes. Et la troisième phase, maintenant, c'est la rénovation, l'extension, l'utilisation d'espaces qui, pour l'instant, n'étaient pas dévolus, n'étaient pas utilisés par l'enseignement, par des enseignants. Et donc, on va pouvoir rénover à peu de frais, somme toute, une série de locaux pour en faire des classes, ce qui permet sur Bruxelles d'atteindre au total, phase 1, les modules mobiles, phase 2, les modules fixes, phase 3, la rénovation, plus de 9170 places supplémentaires rien que sur Bruxelles. Voilà, et donc c'est 15 000 au total sur l'ensemble de la communauté Wallonie-Bruxelles. Cette troisième phase, on parle de 29 millions, c'est ça? On parle de quoi? On parle de... C'est des greniers, des combles, des bâtiments un peu désaffectés. C'est des bâtiments qui existent déjà, qui sont souvent pas exploités par les écoles, c'est ça, hein? Effectivement, ce sont des bâtiments qui existent déjà, ou parfois des étages qui existent, mais qui, à peu de frais, peuvent être rénovés et peuvent être alors offerts en mission pédagogique. On installe des tableaux, des bancs, des chaises, et on en fait des classes, alors qu'actuellement, ils ne sont pas utilisables. Il faut donc faire des rénovations, ou des petites extensions, ou bien mobiliser des locaux qui sont utilisés comme annexes pour l'instant, mais qui pourraient devenir des classes. Et ça, avec en moyenne environ 4 000 € par place, ça nous permet de créer 5 600 places via cette voie-là, qui s'ajoutent au module, et au total, on est donc bien à 9 170 places en plus, rien que pour la région bruxelloise. Ouais, et donc ce sont dans le fondamental, hein, 22 millions pour le fondamental, 7 millions pour le secondaire, exact? Effectivement. Ouais. Combien de projets vous allez subsidier dans ce cadre-là? Est-ce que vous savez déjà clairement où vont être créées ces places et est-ce qu'elles seront, parce qu'on parle de rénovation, est-ce que ce sera aussi près comme la phase 1 et la phase 2 pour la rentrée de septembre ou est-ce que c'est pour un peu plus tard? Alors la phase 1, c'est pour la rentrée de septembre. La phase 2, c'est pour l'année scolaire 2014-2015. Et la phase 3, c'est au maximum en 2 années et demie si on est dans le réseau de l'enseignement officiel, parce qu'on sait là qu'il y a des appels à projets qui sont nécessaires, des respects de marchés publics qui prennent parfois plus de temps. Mais donc, phase 1 pour la rentrée, phase 2 pour l'année scolaire, phase 3 en déant les 2 ans et demi. Avec ça, on a résolu le problème du boom démographique à Bruxelles? En tout cas, par rapport aux besoins tels qu'identifiés, on y répond largement. Et je dirais même à l'avance, puisque le bureau du plan a identifié ce besoin en 2020 et que nous serons prêts, toutes phases confondues, en 2017, y compris les bâtiments qui avaient été construits. Oui, donc là, il y a des constructions d'écoles en 2010, plus. Hein, on n'est pas uniquement dans le plan d'urgence. Il faut effectivement bien avoir en tête qu'il y a d'une part le plan d'urgence, ce dont nous parlons aujourd'hui, et d'autre part la décision de 2010 de construction de nouvelles écoles, mais qui s'étale dans le temps, puisqu'on sait que quand on construit, ça prend toujours un certain temps. Alors, il y a eu une petite polémique sur le réseau officiel et le réseau libre. On vous accuse d'avoir donné un petit coup de pouce au réseau libre sous le prétexte de l'urgence. Vous savez, la seule chose qui m'importe à moi, c'est de pouvoir répondre aux besoins des mamans, des papas, des familles, quel que soit le réseau qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Et des besoins, il y en a dans le réseau de la fédération, il y en a dans le réseau libre et il y en a bien entendu dans le réseau officiel subventionné. Mais ce que nous avons voulu imaginer et ce que nous avons décidé au niveau du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de créer un tout nouveau mécanisme qui permet de financer à 100% les places qui seront créées. Mais à l'inverse des mécanismes traditionnels, où la propriété est la propriété de l'enseignement libre, ici, ces modules resteront dans les mains de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il y a une évolution sur les deux volets. On peut rétorquer qu'un module qui a servi de classe, au bout de quelques années, il ne vaut plus grand-chose, parce qu'il se détériore, parce qu'on ne voit pas trop ce qu'on peut en faire d'autre à part une classe d'école. Oui, mais de toute façon, il y a un besoin. Monsieur Grosfilet, vous connaissez bien Bruxelles. Il y a un besoin dans chacune des communes et il y a un besoin qui est diversifié. On ne peut pas dire que le besoin est uniquement dans le réseau de la communauté française. Par exemple, le besoin est tout autant dans le libre que dans le réseau officiel. Le subventionnement est fait pour venir en aide aux écoles. Et je voudrais tirer un grand coup de chapeau aux écoles, aux directions d'école, aux enseignants, aux pouvoirs organisateurs qui, dans tous les réseaux, ont répondu, ont saisi cette perche qu'on leur tendait et ont aujourd'hui déposé des projets qui, au total,
Wallonie plus Bruxelles permettent de créer 15 000 places, mais sur Bruxelles, plus de 9 100 places. En quelques mois, ils se sont mobilisés, ils ont répondu à l'attente des parents. Ouais. Chapeau aux écoles. Alors, j'ai la répartition des places là sous les yeux. 800, un peu plus de 800 à Anderlecht, 700 à Bruxelles-Ville, on a 800 à Saint-Gilles. Est-ce que ça va corriger le problème nord-sud? On sait qu'il y a une très grosse pression sur le nord de Bruxelles, Gett, Molenbeek, parce qu'il y a notamment les francophones de la périphérie qui veulent avoir des places dans ce secteur-là. Est-ce qu'on va réussir à corriger ce déséquilibre géographique ou pas? Tant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que les fédérations de pouvoir organisateurs ont été attentifs à octroyer une priorité aux communes où la pression démographique est la plus forte. Vous citez Molenbeek, on peut aussi citer Anderlecht comme une des communes. Eh bien, Anderlecht est la commune qui bénéficiera le plus de cet appel à projet. Donc 888 places. Tout à fait. Ouais. Mais Bruxelles-Ville également. Je crois qu'il y a derrière ça une véritable capacité maintenant pour les écoles de répondre à ce besoin des familles. 24 places seulement pour Watermal-Boisfort et 25 places pour Etterbeek. Vous l'avez vous-même signalé à l'époque, Watermal-Boisfort ne souffre pas du même déficit que les autres communes. Et c'est bien la preuve aussi qu'on n'a pas fait ici une répartition politique. Watermal-Boisfort, on connaît son bourgmestre, mais non, on répond aux besoins... Solier Deleuze, pour ceux qui ne savent pas. Beaucoup de vos téléspectateurs le savent. Mais on répond aux besoins des familles. Et les besoins des familles sont d'abord et avant tout exprimés effectivement dans ces communes que vous citiez, dans lesquelles il y a une forte pression démographique. Alors, il y a plusieurs questions Twitter pour vous. Une de Loïc Bosson, qu'on a posé plusieurs, mais je retiens celle-là. Comment amener les jeunes élèves du nord de Bruxelles vers des pavillons modulaires situés dans le sud de Bruxelles? Il y en aura dans le nord aussi, puisqu'on vous a donné les chiffres, il y en aura partout en fait. Et donc, il n'y a pas besoin d'inciter les élèves à aller un peu loin de chez eux, parce que c'est souvent ça le problème. Non, effectivement, il faut faire fort attention à ça. Bien entendu, on sait bien qu'à Bruxelles, les frontières des communes ne sont pas des frontières d'État, qu'il y a des transports en commun, mais il ne faut pas non plus être amené à devoir déplacer les enfants du nord au sud. Au contraire, on va créer des places prioritairement là où le besoin est le plus important. Alors, question Dominique Houbet, qui ne concerne pas directement les bâtiments. On sait que plus un enfant entre tard à l'école, plus il en sort tôt. Que fait la Fédération face à ce problème-là? Il y a une forte mobilisation au niveau de ma collègue Marie-Martine Schins pour justement essayer de bien informer les familles sur l'enjeu d'inscrire l'enfant relativement tôt. Je suis personnellement favorable à ce que les enfants soient obligés non pas de fréquenter l'école à 3 ans, mais obligés de s'inscrire très tôt, de telle sorte que la relation soit installée. Donc pas d'obligation scolaire? Une obligation d'inscription, parce que des enfants à 3 ans ne savent parfois pas venir tous les jours à l'école, on le sait bien. Mais il y a une obligation d'installer une relation entre les parents et l'école. Et les enseignants me le disent régulièrement. La plus grosse difficulté vient dans le chef des familles qui, elles-mêmes, quittant l'école sur un échec à 18 ou à 20 ans, doivent reprendre le contact de l'école via l'inscription de leurs enfants. Eh bien moi, comme ministre de la Petite Enfance, avec en charge et en responsabilité l'ONE, l'accueil, les crèches, les maisons communales, les accueillantes d'enfants. J'ai fait tout un travail pour qu'il y ait un lien entre les consultations de l'ONE et l'inscription dans l'enseignement maternel, de telle sorte que les enfants qui quittent les crèches soient aidés par leurs encadrantes, par les puéricultrices, par le milieu d'accueil à s'inscrire très rapidement dans l'enseignement. Alors, une dernière question sur tout ce plan école. Est-ce que maintenant, l'attention va être sur les crèches? On sait qu'il y a aussi des difficultés en région bruxelloise. L'avantage, c'est que le plan Cigogne, lui, a déjà été adopté. Donc on n'aura pas besoin de jouer aux pompiers sur les crèches comme on a dû le faire pour les écoles fondamentales et secondaires. Écoutez, le plan Cigogne 3 permet de dégager 16 000 places à horizon 2022. Et donc la situation est sous contrôle? Le besoin est énorme. Donc je ne dirais pas que la situation est sous contrôle, mais l'enjeu a bien été saisi par le gouvernement. Il a adopté un contrat de gestion avec l'ONE qui permet d'ouvrir ces places-là. Barack Obama, à Bruxelles, on a raison de lui dérouler le tapis rouge ou pas? Je pense qu'il faut d'abord et avant tout voir que ça doit être des réunions efficaces, utiles et pas trop de show autour de tout ça. Quand moi je vois les conséquences que ça peut amener, notamment pour les Bruxellois, je m'interroge sur la pertinence d'avoir toujours un tel déploiement de mobilisation. Maintenant, si effectivement les sujets abordés sont de vrais sujets et pas simplement l'occasion de faire des photos et puis de les publier, je pense par exemple à un sujet comme le traité transatlantique. C'est un enjeu fondamental pour l'avenir de l'Europe, évidemment de nos entreprises, mais aussi de notre conception du modèle économique qu'il faut développer. Vous parlez des relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. Effectivement, j'ose espérer que tous ceux qui vont faire des photos autour de Barack Obama et vont nous empêcher de nous déplacer correctement dans Bruxelles ces jours-ci, eh bien, seront aussi là pour aborder des sujets délicats, difficiles évidemment,
avec Barack Obama, profitant de sa présence ici. Il faut dire que c'est quand même rare, c'est la première fois qu'il arrive, alors que ça faisait si longtemps que Bruxelles aurait pu l'accueillir aussi. Ouais. Est-ce qu'on doit parler, par exemple, de démantèlement des armes nucléaires en Europe avec Barack Obama? J'ose espérer, en voilà un deuxième sujet, il ne faudrait pas passer à côté, effectivement, il est là, profitons-en pour lui en parler. On a entendu Amnesty International dans le début du journal, vous n'allez pas manifester, vous, demain, hein? Demain, ce ne sera pas possible pour moi puisque j'ai un rendez-vous au Parlement. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut interdire le port des signes religieux dans les écoles? C'est une question que j'avais envie de vous poser. Hier, Parlement wallon, on s'est mis d'accord pour interdire le port de signes religieux distinctifs dans la fonction publique quand on est en rapport avec le public. Pourquoi ça arrive si tard dans la législature en Wallonie, ça? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'improvisation. À 2 mois de l'élection. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'improvisation hier. Hier, c'est un débat sur une résolution. Ce n'est donc pas un décret. C'est une sorte d'intention qui a été donnée au niveau de la commission. Je pense que maintenant, il y a un espace-temps qui s'ouvre entre la commission et la séance plénière où chacun doit un peu reprendre ses esprits. Ça veut dire qu'on a été trop loin hier? Ça veut dire qu'on a surtout été très vite. Il y a eu beaucoup d'amendements et que ça s'est terminé parfois très tard aussi et que j'attends maintenant qu'il y ait un rapport qui soit fait par le ministre-président, c'était dans sa commission que ça se jouait, qu'on puisse aussi voir, tiens, on en est où en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque on sait qu'il ne faut pas de différence entre ce qui est fait en Fédération et ce qui est fait en Wallonie, et surtout, je pense qu'il y a moyen de conjuguer intelligemment, à la fois, bien entendu, l'impartialité, et j'y tiens et nous y tenons, mais aussi la liberté. La liberté de conviction, je pense, n'est pas incompatible avec l'impartialité. Et là où vous avez raison, c'est qu'il faut faire attention sur les fonctions d'autorité. L'armée, la police, la justice, la fonction publique l'enseignement. C'est pas tout ça, hein? Mais non, il n'y a pas que ça, effectivement. Donc c'est bien pour ça que je dis qu'il y a un espace de discussion et de réflexion avec un peu de recul par rapport à cette improvisation de hier qui est maintenant ouvert avant que ce texte n'arrive en séance plénière. Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat-là sur les enseignants? Je pense que là, on est dans les fonctions d'autorité. Ouais. Donc là, on est au clair par rapport à l'armée, par rapport à la justice, par rapport à l'enseignement. Je crois être très clair. Donc pas de signes religieux pour les enseignants. On distingue bien les enseignants de religion des autres enseignants, mais là, on est dans l'exercice même d'une fonction d'autorité. Jean-Marc Nollet, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo. Bon après-midi.